Après Tintin au pays des Soviets, Hergé veut envoyer Tintin en Amérique pour critiquer le capitalisme comme il vient de critiquer le communisme. Mais l'abbé Wallet, directeur du journal Le Petit 20e, souhaite plutôt voir Tintin visiter le Congo, car la colonie belge manque de main-d'œuvre. C'est un peu comme si aujourd'hui on faisait un film de James Bond qui se passe au McDo afin d'encourager les jeunes à appliquer pour des emplois sous-payés. Shocking. Tintin au Congo est donc une commande au cours de laquelle on sent bien qu'Hergé est impatient d'écrire le prochain album. Positively shocking. Et pourtant, c'est bel et bien par cet album que plusieurs auteurs font commencer le canon des aventures de Tintin, et en effet, si l'on considère les aventures de Tintin comme un parcours initiatique, Tintin au Congo représente selon moi l'étape de l'appel de l'aventure. The Empire needs you. But the question is, do I need the Empire? Mais si j'ai raison, alors qu'est-ce qui appelle Tintin à l'aventure? Comme je l'ai expliqué dans le précédent épisode qui portait sur Tintin au pays des Soviets, Tintin nous est d'abord présenté comme un héros d'action incapable de rejoindre la communauté. Par conséquent, les aventures de Tintin, c'est avant tout une fuite, la fuite des valeurs familiales. On ne dira jamais assez quelle catastrophe la Première Guerre mondiale a représenté pour les pays européens. Elle n'a pas seulement entraîné leur déclin économique et politique, elle a provoqué l'effondrement des valeurs qui formaient le socle de leur culture commune. En effet, la propagande de l'époque misait sur ces valeurs pour encourager les gens à s'enrôler dans l'armée et à partir faire la guerre pour sauver leur famille. Après 1918, la tentation fut grande de tout reprendre sur des bases nouvelles. Puisque le modèle de la raison adulte était condamné, il fallait repartir de zéro, c'est-à-dire revenir à l'enfance. Dès l'origine, le héros d'Hergé tourne le dos à l'univers familial pour redresser les torts et corriger les injustices de l'espace public. En Russie soviétique comme dans l'Amérique de la Prohibition, Tintin va imposer sa violence enfantine à des individus corrompus. Là où les adultes ont échoué, lui va réussir. La savane offre justement à Hergé le décor idéal pour revenir à l'enfance et repartir à zéro. En effet, selon Apostolides, elle serait un territoire vierge parfait pour écrire une genèse, dont Hergé se sert pour décrire ce qu'il appelle un bestiaire poétique qui peut rappeler le roman de Renard et les fables de La Fontaine. Autrement dit, un univers où les animaux sont classés en fonction de leur bonté ou de leur méchanceté et sur lequel Tintin règne en tant que messie pour qui la création et ses habitants existent. Dans cet album, les Congolais ne sont présentés que comme de grands enfants paresseux et naïfs, incapables de former une nation unie ou de maîtriser des technologies modernes. Et c'est donc Tintin qui apporte l'éducation, la santé, le cinéma et même la justice. S'inspirant peut-être un peu du communisme qu'il a vu chez les Soviets, Tintin coupe en deux le chapeau disputé par deux Congolais afin que chacun d'eux en ait une moitié. Then I will execute the law. I have no tribe. And no one is offended. En 2019, le Conseil scolaire catholique Providence, qui regroupe 30 écoles francophones ontariennes, a décidé de brûler près de 5000 livres, dont Tintin au Congo, dans le but de se réconcilier avec les Premières Nations. C'est un sujet délicat, car bien sûr les Premières Nations ont beaucoup souffert et souffrent encore aujourd'hui du colonialisme européen. Mais je me questionne sur la validité d'un tel geste lorsqu'il est posé par une commission scolaire catholique. Si les Autochtones du Canada ont failli être éradiqués, c'est bel et bien au nom d'un livre, mais ce n'était pas Tintin au Congo. De plus, cette autodafé semble s'être accomplie sans même que l'on consulte des professionnels de la littérature, de l'histoire, de l'anthropologie ou de l'ethnologie. Je tiens à être très clair sur ce sujet. Je n'apprécie pas particulièrement Tintin au Congo et sa suite Tintin en Amérique. Je ne ressens pas le besoin de les défendre contre une quelconque inquisition. Mais ce que je trouve ironique dans la censure d'Hergé, c'est qu'il a, de son vivant, reconnu et regretté les stéréotypes racistes véhiculés dans les œuvres qu'il a écrites durant sa vingtaine, et qu'il n'a pas hésité à les corriger au fur et à mesure que le monde autour de lui se découvrait de nouvelles valeurs. Puisqu'il est fort probable qu'Hergé aurait continué de mettre à jour sa représentation du monde dans les aventures de Tintin s'il était toujours en vie, ça donne l'impression que si l'on brûle ses livres aujourd'hui, c'est pour le punir d'être mort et donc de ne plus être en mesure de se corriger. Comme le dit si bien Rutger Bregman, le progrès a tendance à effacer ses traces. Et j'ajouterais que personne n'efface mieux ses traces qu'une commission scolaire catholique lorsqu'elle brûle des livres témoignant de son attitude paternaliste envers les non-blancs. Goose-stepping morons like yourself should try reading books instead of burning them. Selon le spécialiste de la bande dessinée africaine Christophe Cassio-Ory, puisque Tintin au Congo fut l'une des premières œuvres artistiques à faire rentrer le pays dans l'imaginaire mondial, l'album est source de fierté chez les Congolais qui le lisent plutôt pour rire de l'homme blanc et de la manière dont il se perçoit. Interrogé par le journaliste Jean-Jacques Mandel en l'an 2000, des étudiants en art à Kinshasa ont même dit qu'Hergé avait prédit le futur du Congo, puisque celui-ci est maintenant déchiré par des guerres civiles encouragées par d'autres pays qui veulent en profiter pour contrôler les territoires riches en minerais. De mon côté, alors que la manière dont Hergé habillait ses personnages congolais trahit certainement son envie de rire des populations africaines, j'ai longtemps cru qu'il s'agissait plutôt d'une manière pour Hergé de ridiculiser la culture européenne, en montrant qu'elle perd tout son sens lorsqu'on tente de l'imposer dans d'autres pays. De plus,
Lorsque Hergé dessine un Congolais utilisant une casserole en guise de couvre-chef, on n'est pas loin de ces images d'Africains qui sont forcés d'utiliser de vieilles bouteilles en plastique pour se faire des sandales. Et j'en viens à me demander si ce n'est pas aussi cette pauvreté que le Conseil scolaire catholique Providence essaie de cacher. Things are pretty bad in the Congo right now. 20th century sucks. Maybe the 21st will be better. You're some kind of criminal, aren't you? Aren't we all? Ceci étant dit, même s'il est vrai que le temps n'était pas encore à la critique du colonialisme en Europe lorsque Hergé rédigea Tintin au Congo, et que la parution de cet album s'est déroulée sans polémique ni controverse, Eudes Girard admet qu'Hergé est passé à côté de certaines sources qui auraient pu lui apporter d'autres éléments pour traiter son sujet, notamment la nouvelle Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Take a look around you, Leafy. Ask a few questions. Find out about the place you're living in. Ce qui est ironique, c'est qu'aujourd'hui, certains critiques de Tintin au Congo comparent parfois Tintin à Kurtz, le colonel et marchand d'ivoire qui exploite son statut de demi-dieu auprès des Africains. En effet, Tintin est présenté comme accomplissant des miracles grâce non pas à des pouvoirs divins, mais à ses connaissances scientifiques. Or, avons-nous véritablement cerné ce qui motive Tintin à partir à l'aventure? Nous avons vu que Tintin fuit les valeurs familiales, mais cette fuite entraîne chez lui un autre problème, un vide identitaire. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. My name's Bond. James Bond. My name is Bond. James Bond. Bond. James Bond. My name's Bond. James Bond. Bond. James Bond. My God. You just killed James Bond. Is that who it was? Well, it just proves no one's indestructible. Tintin, c'est personne ou n'importe qui. La langue française dit d'ailleurs familièrement « voir un Tintin » pour dire voir quelqu'un dont on ne peut nommer l'identité. Le visage de Tintin sonne creux, comme son nom qui répète une même syllabe dont Tintin ne peut sortir et dont il reste prisonnier. Graphisme et onomastique renvoient à une forme de vide identitaire et les aventures de Tintin peuvent en effet être lues comme la quête par Tintin de son identité. Mr. Tin. Tin. Yes? Delivery for you. But I didn't order anything. Well, that's because it's you that's getting delivered. C'est également le cas d'Indiana Jones, qui refuse de se conformer aux valeurs familiales dans les deux premiers films, avant qu'on découvre dans le troisième qu'il souffre en vérité du décès de sa mère dans son enfance et de l'indisponibilité émotionnelle de son père. We never talked. Do I detect a rebuke? A regret. It was just the two of us, Dad. It was a lonely way to grow up. Dans le mythe du surenfant, Apostolides affirme que l'absence de parents biologiques chez Tintin entraîne de facto la disparition de la sexualité, et que c'est pour cette raison qu'on n'en trouve nulle trace dans les aventures de Tintin. Je dirais qu'il en va de même pour Indiana Jones, qui esquive les relations sexuelles jusqu'au film où il sera confronté au fait que son père a une sexualité. How did you know she was a Nazi? She talks in her sleep. Bien qu'on ne s'en rende pas tout à fait compte dans les deux premiers films, et bien que je n'ai rien d'un psychanalyste, je considère que l'absence paternelle pèse tant sur Indiana Jones qu'il la projette sur un autre traumatisme survenu à la même époque où son père est devenu émotionnellement absent. Après une courte introduction pour informer le public de la phobie du héros pour les serpents, ceux-ci apparaissent principalement dans Raiders of the Lost Ark alors qu'Indiana Jones est en quête de rédemption auprès de son défunt père symbolique, Abner Ravenwood. I haven't really spoken to him for 10 years. We were friends, but did a bit of a falling out, I'm afraid. Dans The Temple of Doom, le serpent réapparaît aussitôt que Willie ose parler de sa propre figure paternelle disparue dans l'oubli. Magic rocks. My grandpa was a magician. He spent his entire life with a rabbit in his pocket and pigeons up his sleeves. He made a lot of children happy and died a very poor man. Magic rocks, fortune and glory. Sweet dreams, Dr. Jones. Where are you going? I'd sleep closer if I were you. For safety's sake. Dr. Jones, I'd be safer sleeping with a snake. Et c'est justement tout près du wagon d'un magicien dans le train d'un cirque qu'Indy développe sa phobie des serpents au début du troisième film, lorsqu'on découvre pour la première fois son père absent et la figure paternelle qu'il s'est choisie en guise de remplacement. Il faut noter que dans les premières ébauches du scénario de Last Crusade, le pilleur au fedora était nul autre qu'Abner Ravenwood, effectivement la première figure paternelle absente que la trilogie avait créée pour Indiana Jones dans Raiders of the Lost Ark. Where's Abner? Abner's dead. Remarquez également que le traumatisme d'Indiana Jones a lieu dans un train, véhicule non seulement associé au cinéma grâce aux Frères Lumière et aux rails qui rappellent les pellicules, mais aussi associé à Tintin grâce au générique de la série animée des années 90.
Spielberg fait également du train le symbole de son propre traumatisme, de son appel à l'aventure, c'est-à-dire de son appel à faire du cinéma pour à la fois fuir ses propres problèmes familiaux et explorer le vide causé par cette décision. En effet, c'est ce que l'alter ego de Spielberg se fait expliquer dans The Fabelmans par la figure paternelle que représente son oncle Boris. You're going to join the circus, I can tell. You can't hardly wait. You want to be in the big top. You'll shovel elephant shit until they say, "Okay, Sammy, now ride the goddamn elephant." Oh, you love those people, huh? Your sisters, your mama, your papa. Except this. This I think you love a little more. This is history. Art will give you crowns in heaven and laurels on earth. But it'll tear your heart out and leave you lonely. Do as you will. You'll be a shanda for your loved ones, an exile in the desert, a gypsy. Art is no game. Art is dangerous as a lion's mouth. It'll bite your head off. Visiblement, le lion semble être à Spielberg ce que le serpent est pour Indiana Jones. Alors que The Last Crusade raconte la réunion d'Indy avec son père, le serpent disparaît complètement pour réapparaître à des fins de nostalgie dans le 4e film où Indy apprend à apprivoiser sa phobie, en même temps qu'il apprivoise un fils pour qui il a été à son tour un père absent. He's your son. My son? Henry Jones III. Si j'ai raison, alors ce qui fait peur à Indy chez le serpent, c'est la figure de père absent qu'il représente et le risque de devenir un père absent à son tour. En effet, le serpent se faufile, empoisonne, puis nous glisse entre les doigts. À cet effet, on peut considérer que le serpent est un reflet négatif d'Indiana Jones, qui se faufile dans les lieux sacrés comme dans la vie des femmes qu'il rencontre, qui profane les lieux qu'il découvre comme il ruine la vie de ses conquêtes amoureuses, et qui trouve toujours le moyen de s'enfuir. Mais si le serpent est un constant rappel du père absent pour Indiana Jones, se pourrait-il qu'un animal remplisse la même fonction pour Tintin? C'est ce qu'avance Serge Tisseron, qui rejoint Samuel Bideau dans l'idée que les aventures de Tintin cachent une quête identitaire et qui associe l'absence de père pour Tintin au requin. He didn't need a car, did he? No. Tiger Shark's like a garbage can, it'll leave anything. Tout comme le requin dans Jaws, Tintin dévore tout sur son passage parce qu'il est un enfant cherchant à se remplir. Dans son livre Cinéma Nirvana, le professeur de dharma Dean Sluiter se sert du requin dans Jaws pour expliquer l'anatta, c'est-à-dire le concept bouddhique d'impersonnalité selon lequel il n'existe aucun soi. The self is shunya, empty. That's why we could say it's so hungry. It keeps trying to fill itself up. This shark, swallow you whole. Mais alors, si Tintin au Congo représente un appel de l'aventure en partie motivé par une quête identitaire, cela signifie-t-il que cet album offre la chance à Tintin de redéfinir le personnage qu'il sera aux yeux du public dans ses prochaines aventures? Dans son livre Save the Cat, Blake Snyder prétend qu'un héros se doit d'accomplir un geste noble au début du récit afin de se rendre sympathique auprès du public. Dès le début de Tintin au Congo, un requin donne à Tintin l'occasion d'avoir un moment Save the Cat, ou plutôt dans son cas Save the Dog, puisqu'il sauve Milou au péril de sa vie. Alors qu'il n'était qu'un trickster cascadeur dans l'album précédent, Tintin devient maintenant un héros pur, prêt à se sacrifier pour son chien. Quant au requin, celui-ci continuera d'hanter les aventures de Tintin jusqu'à ce que le reporter en vienne à bout comme le shérif Brody, en faisant équipe avec un marin et un scientifique. En quittant le Congo, Tintin s'exclame « Adieu l'Afrique où il me restait encore tant de choses à voir », ce que Eudes Girard voit comme une autocritique déguisée ou inconsciente de la part d'Hergé, qui reconnaît de façon subliminale qu'il n'a sans doute pas tout vu de l'Afrique. Ayant appris que les ennemis qu'il a rencontrés au Congo travaillaient en vérité pour Al Capone, Tintin part enfin en Amérique.